Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les pratiques sectaires dans le milieu administratif, en ce qui concerne les loges dans l'administration des pays en Afrique centrale. Alors, suivez cette vidéo et on se retrouve tout après. Il y a quelques semaines à Aubourg, nous avons commencé un podcast avec le commissaire Albert Abéné. Hélas, nous avons été piratés. Aujourd'hui, nous reprenons notre entretien. Monsieur le commissaire Abéné, dites-nous, vous êtes en France? Merci, monsieur Moda. Merci une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité. Effectivement, nous avons été piratés, comme vous le savez. Bon, je suis obligé de dire aux Camerounais que je suis bel et bien en France. Beaucoup me pensent au Canada, d'autres aux États-Unis. Et il y a certaines personnes qui m'ont posé beaucoup de questions. Beaucoup veulent savoir pourquoi je suis allé en exil, monsieur Moda. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais la vérité, je vais la dire aujourd'hui pour que les Camerounais m'écoutent. Dites-nous. J'étais un jeune commissaire. Parce que quand j'arrive en exil, beaucoup ne le savent pas, j'avais 33 ans. J'étais un jeune commissaire et dans ma promotion, puisque tous mes promotionnaires, la quasi-totalité, sont des divisionnaires aujourd'hui, bien sûr. Oui, vous le diront qu'en termes de travail, de la qualité du travail et d'efficacité, ils pouvaient compter sur moi. J'étais un des valeurs de la promotion. Mais j'étais en réalité l'une des personnes dans notre promotion qui a eu très tôt des responsabilités. Mais sauf que à la police, des gens ont commencé à me faire des avances. Expliquez-nous. Il y avait dans la police des gens qui me faisaient un certain nombre de propositions. Des propositions d'adhésion à des fratries. Bon, moi, tout dépend, chacun a son éducation. Bien sûr. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne. Donc, pour moi, l'appartenance à des fratries ne m'intéressait pas. Le problème même qui a été l'objet, tout au moins qui a déclenché à l'origine de mon exil, ce qui m'a déterminé à sortir du Cameroun et le plus urgemment possible est la venue chez moi à 19h30. Je vous dis à 19h30, alors que j'étais en pleine tourmente. Mes ennemis à la police publiaient des articles dans les journaux pour me salir, pour me démolir. J'étais en pleine tourmente. Je savais que ça allait passer. Mais lorsqu'on a envoyé 2 de mes promotionnaires chez moi, à 2 semaines avant que je ne vienne en exil, 2 promotionnaires, c'est-à-dire des gens avec qui je suis entré à l'école de police le même jour et j'en suis sorti. Bien sûr. Donc, les 2 n'appartenaient pas au même service. Même à l'école, ils n'étaient pas des amis. Grande donc a été ma surprise de recevoir ces 2 camarades, ces 2 promotionnaires à mon domicile. Et étrangement, les 2 promotionnaires n'étaient pas choisis au hasard. J'appartiens à 2 départements. Le département du Mungo, dont j'ai grandi et j'y vis. Et département de cœur. Et mon département de cœur. Et le département de la Léquier, qui est mon département d'origine, le département de mes parents. Ils sont arrivés chez moi, ces 2 promotionnaires, alors qu'à l'école de police, ils ne se connaissaient pas. On avait l'impression qu'ils ne se connaissaient pas. Et ils n'appartenaient pas au sein de la police dans la même direction. Ils ont été choisis à dessein pour venir chez moi me parler, me convaincre. Et vous voulez savoir, me dire quoi? Mais bien sûr. Ces 2 camarades
Je ne citerai pas leur nom hein, parce qu'ils ne m'ont rien fait. Surtout pas pour Ils sont des responsables aujourd'hui au Cameroun. Ils ont des postes de responsabilité. Et ces deux camarades me disent qu'ils ont été envoyés. Je leur demande, vous avez été envoyés par qui? Ils me disent, non, ce n'est pas important. Ils doivent me transmettre le message. Quelle est la teneur du message? Ils me disent que certes, je connais la tourmente que je connais. On écrit des choses sur moi, on me salit, on fait tout sur moi, mais que ce n'était rien. Tout cela pouvait être balayé d'un revers de la main si j'acceptais les propositions qui m'ont été faites. Et lesquelles propositions? Ils m'ont dit que j'avais la clé de mon avenir entre mes mains. C'est-à-dire, soit aller baisser la culotte, ou alors disparaître. Ces deux promotionnaires, ils sont là. Ils sont vivants, ils ont des postes de responsabilité. D'accepter de baisser ma culotte. C'est incroyable. Et vous savez ce que je leur avais dit ce soir-là? Dites-nous, commissaire. Ma femme qui leur avait servi le whisky était déjà partie. Je leur ai dit, est-ce que vous avez vu mon épouse qui vient de passer là, qui vient de vous servir du whisky? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, vous avez vu son derrière? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, c'est ce derrière-là, c'est sur ce derrière-là que je meurs. Jamais, au grand jamais de la vie, je n'accepterai que quelqu'un se mette derrière moi. Je préfère manger dans la poubelle. Je leur avais dit ça. Ils m'ont dit non, calme-toi. On nous a envoyé te transmettre un message. Et c'est à toi de choisir. Tu as la clé de ton destin entre tes mains. En passant, je salue M. Ndoki Victor, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Je salue Ekumu, ambassadeur du Cameroun. Alors, ici, vous avez un monsieur qui était commissaire de police et qui a décidé de prendre l'exil parce qu'on a proposé de faire des pratiques qu'il n'a pas acceptées. Alors, vous avez généralement ce type de cas en Afrique centrale et dans ces pays africains-là qui ont été colonisés par la France. Donc, non seulement les dirigeants de ces pays-là, on les a appris certaines pratiques mystiques, icéphétiques, et ils vont imposer ces pratiques-là à ceux qui sont proches d'eux. C'est-à-dire que une personne qui est ministre va faire ses pratiques avec ses proches. Déjà, ça commence depuis le sommet. Donc, le président va faire ça avec les ministres vont faire la pratique avec ceux qui sont proches d'eux, ainsi de suite. Donc, les formes pyramidales. Alors, ce qu'il faudra noter dans ces pratiques, déjà, c'est que la plupart de ceux qui font ces pratiques-là ont le VIH. Voilà, la plupart de ceux qui font les pratiques sodomiques et tout ça, sont des personnes infectées. Parce que qui font ces pratiques-là, déjà, ils ne se protègent pas. Il n'y a pas de préservatif et tout. Et cliniquement parlant, il est beaucoup plus facile qu'il y ait un mélange sanguin quand vous faites cette pratique-là. C'est comme une malédiction, en fait. Alors que quand vous faites une pratique du genre l'organe sexuel de l'homme pénètre l'organe sexuel de la femme, il y a des chances qu'il n'y ait pas de contamination, même s'il n'y a pas eu de protection. Tandis que quand c'est homme-homme, voilà, si une personne infectée, automatiquement les deux seront infectés après l'opération sexuelle. Donc déjà, au niveau clinique, c'est très néfaste. Imaginez que vous avez accepté une pareille pratique. Après, vous allez faire l'amour avec votre femme à la maison. Vous allez transmettre des microbes à votre partenaire. Vous allez transmettre une énergie malsaine à votre partenaire. Parce qu'il faut noter que ceux qui font ces pratiques sont possédés. Vous allez voir un monsieur, il va dire, bon, comme on l'a pris par derrière pour qu'elle se poste, pour qu'il ait ses positions, il va aussi vous prendre par derrière
pour avoir... voilà, il va aussi vous prendre par derrière pour vous donner la place, pour que vous ayez donc la place, parce qu'on l'a pris par derrière, il va aussi vous prendre par derrière. Voilà, il récupère l'énergie qu'on a volée. Or, comme je vous l'ai dit, la plupart de ceux qui font ces pratiques, 99% sont malades, sont porteurs du VIH. Donc, non seulement la personne va vous contaminer au niveau du genre clinique, vous êtes contaminé, mais également au niveau énergétique, vous serez hyper pollué. Ceux qui le font ont des totems, ils ont des entités qu'ils portent en eux. Ces entités-là vont les permettre donc de vous absorber énergétiquement et vous reprogrammer énergétiquement. Une personne qui a eu à subir cette pratique n'est plus normale. Quand une personne a été sodomisée, elle n'est plus normale. Et le truc, c'est que même si vous avez accepté pour qu'on vous donne le poste, ce n'est pas une seule fois, jamais. Vous demandez à ceux qui sont passés par là, ce n'est pas une seule fois. Vous allez passer à la caisse, à la casse, on va vous défoncer. Vous aurez le poste. Mais après, il va falloir encore qu'on vous défonce pour que vous gardiez le poste. Il y a une histoire qui s'était passée, ça fait quelques années au Gabon. Un jeune homme avait été, on l'a flatté, on l'a intéressé, qu'il entre dans la garde présidentielle, ça c'était au Gabon. Et il est entré dans la garde présidentielle. Il avait une belle voiture, une belle maison et beaucoup d'argent. Mais cependant, il était devenu la tapette, entre guillemets, des gens qui étaient au-dessus de lui, au niveau, bref, dans son travail. Donc, à tout moment, il se faisait défoncer à gauche, à droite. Et pour finir, il n'en pouvait plus et il s'est suicidé. Parce que non seulement on avait donné la maladie, il a transmis à sa femme et voilà. Et il n'en pouvait plus, il s'est suicidé. Donc, quand vous acceptez déjà des pareilles choses, ce sont des parts que vous faites parce qu'il y a le sang qui est mélangé. Et ensuite, vous allez être poussé à faire autre chose. Parce qu'au départ, ce n'est que on vous utilise sexuellement, mais après, on pourra vous demander de faire des sacrifices, et ainsi de suite. Voilà, vous devenez un esclave. C'est la pire des choses à faire. Et ceux qui vont avoir des postes et vont imposer ça aux autres, tôt ou tard, vous savez, l'histoire finit toujours par... Donc, tout ce qu'on vit finit toujours par être mis en plein jour. Tout ce qu'on fait finit toujours par être mis en plein jour. C'est un peu comme le voleur. Le voleur va voler, mais un jour, on dit, quand on dit pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc, tout ce que vous allez faire d'ici fétique, même si vous allez corrompre les gens, on va faire un monument en votre nom, on va vous considérer comme un héros. Avec le temps, les gens, une bouche va s'ouvrir, quelqu'un va vous raconter ce que vous avez fait. Avec le temps, on saura que vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien. Et voilà. Et puis, il y aura les conséquences. Tandis que quand vous faites le bien, même si c'est en silence, avec le temps, on saura que vous avez fait du bien. Même si ça va prendre du temps, on saura que vous aurez fait du bien et vous serez honoré. Alors, le fait d'encourager certaines pratiques, baisser la culotte pour avoir un poste, entrer dans telle fraternité pour avoir un poste, ça ne contribue pas au développement d'un pays. Ce qui va vraiment contribuer au développement du pays, ça sera la méritocratie. Donc, quelqu'un doit avoir un poste par rapport à ce qu'il peut apporter concrètement au pays, pas ce qu'il peut apporter à la loge, parce que ce n'est pas cette loge-là qui va construire ce pays. Si cette loge allait construire le pays serait construit depuis. Les loges que vous avez en Afrique, notez bien, ne servent à rien, à part piller, à part désorienter les gens, à part les pomper l'énergie pour rien. Quand vous avez les loges ailleurs, en Occident, elles servent à développer l'Occident. La façon qu'ils vont structurer la ville, la façon qu'ils vont positionner les divinités, ils ont les monuments qui représentent les divinités, et la façon qu'ils vont organiser les rituels et tout. Tout ça aura pour but de développer, d'apporter l'énergie positive à la cité, au pays.
Tandis que en Afrique, ceux qui sont dans les loges là, voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, se défoncer, transmettre des maladies. Voilà, les loges là, ça ne sert à rien. Parce que quand les gens entrent dans les loges, il ne veut pas là dire que ils prennent de la connaissance spirituelle pour développer le pays. Or, ce développement-là, on ne le sent pas, on ne le voit pas. On reconnaît l'arbre par les fruits. Vous avez fait des pratiques pendant des années. Regardez votre société. Est-ce que ça vous a développé? Si ça ne vous a pas développé, ça veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Tout simplement. Alors, je fais ce partage avec vous pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe en réalité, qui n'est pas souvent dit au grand jour. Mais il faut savoir que tout ce qu'on vit comme expérience, que ce soit en cachette, peu importe, avec le temps, il y a des gens qui vont vivre la même expérience. Il y a des gens qui ont vécu la même expérience et qui vont finir par en parler. Et quand vous en parlez, c'est bien. Parce que là, ça met les autres en alerte. Ça permet de faire en sorte que les gens puissent avoir de la lumière sur ces cas-là. Parce que celui qui a voulu travailler dans tel ou tel poste, on l'a proposé de faire certains rituels, on l'a proposé certaines pratiques. Il a accepté parfois, c'était par ignorance. Il acceptait disant que bon, voilà, il va accepter, après il va aller se faire purifier, après ça va passer. Non. Quand vous acceptez les pareilles pratiques, ça souille votre âme. Et ça sera très compliqué par la suite. Parce que là, vous êtes entré quelque part, vous ne pouvez plus faire marche arrière n'importe comment. Vous avez eu des cas des personnes qui ont pris des postes, où on leur a proposé des postes, après ils sont morts, ils sont décédés, bien avant de prendre le poste, où ils ont pris le poste, après quelques temps ils sont morts. Parce que justement, ils n'ont pas accepté les conditions. Et comme je vous l'ai dit, si ça aidait au développement, ce que ces pays où il y a ces pratiques sont les pays les plus développés du monde, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Voilà. On vous a proposé un poste et on vous a proposé des conditions qui ne vous arrangent pas. N'acceptez pas, ce n'est pas la fin du monde. Ayez confiance en vous et l'univers propose toujours une solution. Voilà. Donc, gardez toujours confiance, l'univers propose toujours une condition. Autant mieux, comme quelqu'un le disait, mieux vivre dans une carabote où vous êtes en paix avec votre femme et vos enfants. Vos enfants auront plus de lumière, ils seront plus libres spirituellement et pourront faire mieux que vous. Que de vivre dans un château où vous avez des cauchemars, vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez fait. Il n'y a pas de paix et les gens ne sont pas unis parce que c'est la mauvaise énergie. Ça a été construit sur du sang, sur la mauvaise énergie. C'est clair que les gens qui y sont ne seront pas heureux. Ils n'auront que le désir que de s'auto-détruire parce qu'ils n'ont pas été conçus dans la bonne énergie, dans les bonnes vibrations. Or, vous n'avez pas accepté les conditions bizarres, vous avez pu fonder une petite famille et vous vous battez avec les moyens que vous avez et l'avenir sera bien. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est dans ces choses-là. Il y a encore des gens bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au TEP, partagez la vidéo, n'hésitez pas si vous avez besoin de consultation.